Dans la peau d'une designer stratégique. Épisode 4. Je vais pas dire... quel mot je pourrais utiliser? Parce que bon, Donjons et Dragons, c'est un jeu. Je veux dire, ça parle pas à tout le monde. Mais pourtant, le fait d'avoir pu, on va dire, analyser, je veux dire, le jeu de cette façon-là et de comprendre certains principes, ça montre un petit peu, on va dire, les spectacles, justement. Enfin, voilà, quoi. Comment tu déclenches les choses. C'est comme je t'avais dit, tu vois, j'ai l'impression, quand tu es arrivé à l'île de la Réunion, d'ailleurs, on va en parler aussi de la RD, tout ça, c'est que tu es arrivé sur le terrain et ça m'a fait penser à comme on voit certains personnages dans des films, genre un militaire, on le débarque sur une terre et ben là, il sait exactement comment faire pour pouvoir aller atteindre son objectif. Il est dans une forêt, il sait qu'il doit faire telle action, tel machin, tu vois ce que je veux dire? Il est déjà un petit peu, voilà, il sait ce qu'il a à faire quoi, pour arriver là où il doit aller, alors qu'il débarque de nulle part. Ben, toi, c'est un peu pareil, on dirait. On dirait que tu cogites tout le temps, quoi. Tu cogites et que c'est naturel en fait d'analyser les choses, quoi qu'il arrive. Ouais, je crois qu'il y a un peu ça. T'analyses, on dirait, après je sais pas si tu le fais tout le temps, mais comme quand on s'était croisés, c'était quoi, comment ça s'appelle déjà l'espèce de café là? Le café design à la raffinerie? Voilà, la raffinerie là. Je me disais, dans ma tête, l'autre il est en train de parler de ci, de parler de ça, de parler de machin, dans ta tête, ça, je veux dire, cette capacité là en fait, c'est génial en fait déjà quoi. Ah, c'est pratique. Je comprends pourquoi tu en es arrivé à faire ce genre de métier. Alors que tu l'as développé, alors peut-être que c'était quelque chose que tu avais déjà d'instinct de base et qu'au final tu n'as fait que de le découvrir en toi, ou alors tu l'as fait, tu te l'es construit au fur et à mesure. Les deux, je pense. Oui. Parce qu'en plus, je crois au développement personnel et je pense que c'est par la pratique aussi, j'ai découvert des choses chez moi que j'ai voulu continuer de développer. Et puis comme je disais au début, j'ai pas construit mon parcours vers un métier. Donc ce qui m'aide à ajuster et à faire. Et justement, pendant mon passage à La Réunion, mes débuts à La Réunion, j'ai exploré le côté pédagogie, formation. Oui. Donc j'ai passé des concours pour être prof art et design en lycée pro. J'ai eu le concours, mais ils m'ont envoyé à Créteil, donc j'ai refusé le concours. Tu es ici pour repartir. Voilà, surtout avec Créteil, quoi. Donc, et puis, voyant qu'avec l'éducation nationale, c'était compliqué pour rentrer dedans. Parce que j'ai aussi fait des ateliers avec la CARDI, qui est la cellule recherche, développement et innovation de l'éducation nationale, par académie. Donc il y a une cellule à La Réunion, donc j'ai fait quelques ateliers avec eux. Mais pareil, pour travailler avec un externe, c'est hyper compliqué. Donc on n'a pas fait plus de quelques ateliers ensemble. Et donc voilà, éducation nationale, c'était compliqué. Donc j'ai testé à l'école des créateurs à Saint-Pierre comment le design pédagogique, est-ce que je pouvais trouver ma place, etc. J'expérimente, je vois. Et en effet, je me suis éclatée. Je pense que pour les différentes classes que j'ai pu avoir, donc du CE1 au lycée, fin lycée. D'accord, tu avais quand même tout ça. Ouais, parce que je venais par intervention, par différents modules. Je proposais on me donnait un temps ou un besoin très très macro et de là je proposais un module. Donc par exemple pour les lycéens, j'ai pu faire au moins 2 choses. Il y avait toute l'école a une semaine de créativité avant certaines vacances et donc là les lycéens, il fallait leur trouver un projet d'1 semaine. Donc j'ai proposé un design sprint. Donc on a fait un design sprint sur une thématique qu'ils choisissaient, créer un projet vraiment pour eux. D'accord. Après il y a eu, j'étais plus dans l'orientation, donc j'ai essayé de décliner des outils qu'on retrouve dans l'innovation comme le business model Canva. J'ai décliné pour aider à leur état de l'art d'orientation, là où ils en sont, là où ils vont, pour avoir un suivi aussi. Et puis après, pour les plus jeunes, j'étais plus en atelier philo-art, avec un temps d'intelligence collective, et intelligence collective, collaboration et créativité, en compétences importantes. Et pour ça, j'ai créé une séquence qui co-crée une histoire. Et l'important, c'est vraiment co-créer, parce que justement, prendre des décisions ensemble, choisir les personnages, garder la logique tout du long, etc. C'était compliqué, mais pour eux, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais c'était hyper chouette. Et je pense que j'ai ma place dans le conseil d'outils pédagogiques et de pratiques pédagogiques, méthodes, mais par contre dans une classe sur l'année, non. Et au final, voilà, c'est pour ça que ça n'a pas abouti sur le fait que j'ai une classe. Mais ce qui n'empêche que je pense que j'ai
Les interventions. Voilà, ou le côté conseil pour les profs, outillage, Consultant. etc. Voilà, le côté, ce qui est pour moi designer stratégique, je vais pouvoir te conseiller sur la palette d'outils que j'ai expérimenté, etc. Oui. Voilà, donc c'est un projet que j'ai sous le coude, qu'il faudrait que je développe justement ces conseils spécifiques à la pédagogie, que je continue d'expérimenter aussi. D'accord. Donc j'ai pu faire ça et puis là justement j'essaie d'être plus dans la stratégie au service des collectivités, au service des ESS. C'est quoi les ESS? C'est en le disant, je me suis dit je me tire une balle dans le pied parce que j'ai plus l'acronyme exactement. Non, mais c'est quoi? En gros c'est social et environnemental. On est vraiment sur. Okay. Voilà, c'est l'environnemental qui ne tient pas dans le S, mais voilà. Non, mais t'inquiète, c'est juste pour comprendre ce que c'est. Et donc voilà, c'est vraiment le côté problématique durable, que ce soit par les personnes ou par l'écologie, l'environnement externe. Et donc avec Eline Le Garnisson, là, qui est designer d'expérience, on monte Studio Charrette pour avoir une entité officielle qui puisse répondre à ces problématiques-là. Studio Charrette. Ouais. Okay. Avec comme le rhum. Exactement. Et comme des charrettes créatives, comme la charrette longtemps, voilà, on voulait combiner tous les univers. Mais charrette au pluriel, nous. D'accord. Et puis pour répondre à tout ça, avec ce point de vue de design englobant, de design stratégique, d'expérience, on est vraiment... on va pouvoir créer des produits de sortie ponctuels ou spécifiques, mais l'idée c'est d'être vraiment beaucoup plus à des sphères macro et apporter du storytelling dans la stratégie. D'accord. Parce qu'on trouve que ça manque, parce qu'on trouve qu'il y a des besoins de ça, etc. Et donc travailler aussi le conduit du changement, accompagner les personnes dans la réunion de demain, tout en préservant ce qu'est la réunion d'aujourd'hui. D'accord. Et juste pour savoir quel genre de collectivité, quel genre de collectivité en fait tu pourrais appliquer ce... là par exemple, on est à Saint-Pierre, on pourrait travailler pour Saint-Pierre et se dire ok, comment... Pour la ville même, tu veux dire carrément? Ville même, et se dire ok, il y a peut-être des quartiers qui sont délaissés ou des gens qui sont pas... qui stagnent dans leur vie, comment la collectivité peut les aider à sortir et à se développer et avoir leur place, etc. Et nous, on peut justement, par de la recherche, trouver les bonnes solutions, ce qui, sans recherche, des solutions n'importe quoi, mais ça pourrait être travailler sur des zones de Saint-Pierre qui vont pouvoir être beaucoup plus dans l'inclusion des différentes personnes, apporter de la vie spécifique à leurs besoins. Donc, je dis spécifique à leurs besoins parce que Saint-Pierre, justement, c'est une ville qui a de la vie, de loisirs, etc. Mais est-ce que ça manque de vie, de conseils, ça manque dans certains quartiers, il y a peut-être des choses qui sont inaccessibles. Enfin, voilà, c'est vraiment... Ou peut-être que c'est de l'échange qui manque. Peut-être que c'est le côté intergénérationnel, ou peut-être que c'est pour les plus jeunes, le côté orientation. Et on ne se rend pas compte que je ne sais pas ce que je veux faire, donc je stagne chez moi et je crée une vague de stagnation dans mon quartier, les copains, et on est tous à stagner. Il se passe rien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est que des hypothèses que je jette sans avoir fait la recherche. Mais donc nous, ayant identifié les problématiques, donc soit plutôt jeune orientation, soit plutôt côté personnes âgées, accessibilité ou échange, ou peut-être de la nostalgie, parce que moi je suis là que depuis 2 ans, mais la Réunion a apparemment extrêmement changé, donc peut-être que c'est compliqué pour certains. Ça a changé. Voilà, donc peut-être que pour certains c'est compliqué de s'adapter, donc comment accompagner ces personnes-là, voilà, donc trouver les bons outils. D'accord. Donc ouais, parmi beaucoup d'exemples, on peut aussi être sur le côté faciliter le recyclage avec les problématiques insulaires. Donc le recyclage est hyper compliqué ici parce qu'on est une île, parce qu'il n'y a pas les besoins qu'il faut pour déployer les grosses machines qu'il faut pour recycler. Mais est-ce qu'on peut trouver des solutions? Est-ce qu'on peut s'allier avec des ingénieurs, des Fab Labs, etc. pour créer des solutions adaptées à la Réunion, à déployer? Ou est-ce qu'on peut trouver des solutions passerelles en attendant tout ça? Enfin voilà, donc on est vraiment... Ce que le design, pour moi, une des grandes valeurs, ce que je dis à mon père quand on parle politique, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de design dans la politique et que en fait on est et ça rejoint le côté conduite du changement. Il faut que le design soit là dans l'ambition finale, vers là où on veut aller, donc la Réunion qui soit autonome en recyclage par exemple, mais ça va prendre du temps parce que technologiquement, financièrement, etc., c'est pas possible demain. Mais gardons ce temps de recherche et ne soyons pas défaitistes, faisons-le. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Parce
qu'on continue d'avoir nos déchets qui sont jetés, qui partent en Afrique et enfin, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, le design peut proposer des solutions en attendant, réfléchir à des solutions. Parce que je pense que comme on a moins le côté ingénieur de la technicité, faut que ça soit parfait, etc., on peut entre guillemets plus facilement faire des compromis et proposer des solutions éphémères qui permettent d'attendre la solution qui soit techniquement parfaite. D'accord. Voilà. Quelles compétences principales doit-on développer pour être justement designer Designer stratégique. Les compétences pour être designer stratégique, pour moi, il faut clairement avoir de l'empathie, de l'observation, grosse compétence d'analyse, parce que je me rendais pas compte que c'était dans mes compétences, mais c'est vraiment une des choses chez moi qui va être différenciante. Par exemple, lors d'ateliers de facilitation, c'est là où j'ai pu le voir, où il y a plein d'échanges. Et la manière dont j'ai pu résumer ces échanges, parce que en gros, moi, ça me saoulait, ils tournaient tous autour du pot, donc passons à autre chose. Et je résume avec la petite phrase. Et donc ça, ce qui pour moi était tout simple, c'est là où on m'a fait remarquer que l'analyse que ça demandait pour pouvoir ressortir ce résumé c'était pas rien. Oui. Donc compétence d'analyse, ouais. Et puis visualisation dans le sens où quand on est designer stratégique, il faut voir la petite maille, donc la maille micro, la maille directe, mais pouvoir remonter et vraiment se rendre compte de ce qui se passe là et remonter à l'échelle et faire des espèces de changements, des changements d'échelle comme sur une carte. Et on peut facilement voir la ville, puis après le pays, puis après voir les flux, etc. Il faut vraiment chercher les différents points de vue. Et pouvoir relier les choses, donc on est toujours dans l'analyse, mais créer des passerelles beaucoup entre les différents univers, les différentes choses. C'est hyper important parce que c'est ce lien, créer du lien qui va être hyper important en design stratégique. C'est ce que je disais tout à l'heure, que tu étais le lien. C'est ça. Ça. Et l'adaptabilité à tous les univers parce que justement, il faut prendre en compte l'univers de l'ingénieur, le côté business, etc. Parce qu'on s'inclut dans un tout et donc il faut aussi s'adapter par rapport aux autres, tout en parfois on choisit des batailles parce qu'il ne faut pas en démordre sur un aspect spécifique du design final par exemple. Et là, comment faire en sorte que les autres fassent tel ou tel compromis pour que nous, on puisse aller jusqu'au bout, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment, on va dire, les compétences déjà de base, c'est beaucoup de réflexion et de la recherche. Ouais. On va parler fourchette de salaire. À peu près pour un designer. Après, je pense que, je sais pas, chacun peut-être, on va dire, fixe son propre salaire, mais est-ce que on pourrait avoir un ordre de prix de salaire qu'on peut se fixer quand on est dans cette branche? Alors, quand on est dans cette branche, en métropole, déjà. En métropole. Je pense qu'on peut atteindre du 5 000 par mois dans une bonne entreprise qui reconnaît un designer. D'accord. Quand l'entreprise a du mal à reconnaître un designer, on est plus sur du 3 000. Je parle à mon âge, mon expérience. D'accord. Quand on est à la Réunion, et qu'il faut s'adapter à un autre environnement économique, à un autre environnement, une autre connaissance du design. Et puis on fait des choix. Et moi, mon choix, ça a été de garder quand même une fourchette haute de prix pour pas que l'expertise soit vue par-dessus la jambe non plus. Oui. Et donc, pour moi, c'est un taux journalier moyen en tant qu'entrepreneur entre 600 et 700. Ouais. C'est pas non plus extravagant, je trouve. Non. Je pense quand on comprend un peu, on va dire, le métier, ce que c'est et ce qu'il peut apporter. Mais le problème est toujours là, c'est que les gens ont toujours un petit peu de mal à comprendre l'intérêt des choses et ils veulent toujours tout à bas prix. Exactement. Mais en tout cas, ça paraît correct. Enfin, moi, je suis pas non plus expert, mais je trouve, voilà, c'est pas. Donc, tu peux travailler dans des entreprises, au sein d'une entreprise, tu peux travailler avec des collectivités. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on peut pouvoir se déployer, dans lesquels on pourrait être utile? Les villes. Les villes, bon, ça reste une collectivité aussi, ça. Franchement, on peut travailler dans le public ou dans le privé pour tous les organismes, parce qu'il n'y a pas de problématique. Il n'y a pas d'endroit où on ne puisse pas aller, parce qu'on est côté réflexion, côté global, il n'y a pas de compétences techniques qui va manquer. Donc ça veut dire que même dans un univers hyper technique, en même temps j'étais chez transporteur de gaz, donc voilà, même dans un univers où on se dit que c'est pour les ingénieurs, on a une place, parce que c'est la complémentarité de réflexion qui va être très riche. C'est juste qu'on aura moins
d'espace de créativité, au moins d'espace de réflexion, parce que il y aura des besoins techniques très forts. Les contraintes même de l'entreprise. Exactement. Mais en soi, on peut travailler dans tous les domaines et pour n'importe quel organisme, comme des consultants en fait. Là, je sors d'un projet aussi où on est sur une phase de conception de la réponse, donc on n'a pas encore le projet, etc. Mais des choses qui me paraissent évidentes, c'est proposer un parcours de service final pour les utilisateurs, pour les clients, et l'organisation sous-jacente. Donc ça veut dire qu'il y a toujours pour moi un volet externe et interne, parce que l'expérience, elle inclut forcément des gens qui sont là en ponctuel, donc en général les utilisateurs, les clients, mais aussi toutes les personnes qui vont devoir s'occuper de la gestion de ces outils, du suivi, de l'animation, etc. Et c'est hyper important que eux aussi, leur parcours à eux soit fluide. Donc dans ma manière de processer maintenant, c'est vraiment, il y a le côté vente, le côté marketing, il y a le côté organisation interne, marque employeur, etc. Parce que c'est ce qui me paraît le plus évident en fait, et je n'arrive plus à avoir une solution que sur un prisme. Il faut qu'il y ait les différentes strates et qu'on prenne en compte le technicien qui doit poser les lumières la veille d'un festival. C'est quel est le temps dont il a besoin pour mettre les lumières, comment ça se passe, et puis derrière comment il va s'occuper du démontage alors qu'il va y avoir tous les autres métiers qui vont devoir être dans l'installation, et puis les utilisateurs, les personnes qui vont venir. Donc il faut que tout soit fluide dans une expérience, parce qu'au final tout ce qu'on va voir, c'est les francopholies ou ça qu'il faut dans son ensemble. On va pas, l'expérience ne va pas être trop silotée, c'est juste qu'il y aura différentes personnes qui verront partager ces différentes expériences, mais au final c'est le festival final. Donc ça me paraît important que chaque facette soit cohérente les unes entre elles. Exact. Que ce soit les acteurs de l'entreprise même et les gens qui le touchent. C'est ça. Donc qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier et que tu aimes le moins? Ce que j'aime le plus, le côté casse-tête, le côté toutes les briques, le côté voir l'histoire sous différents angles. Dans la vie personnelle, par exemple, ça peut énerver mon conjoint en plus en point, parce que j'ai pas forcément de réponse, parce que je suis toujours dans la nuance, parce que l'histoire, elle a toujours plusieurs points de vue, plusieurs avis, et j'aime bien ce côté multifacette. Il y a un côté qui me fait kiffer. Est-ce que ça te fait perdre le côté en fait qu'à un moment donné tu dois prendre une position? Ah non, parce que il y a le côté tout comprendre, et après il y a aussi prendre une position, oui, mais pourquoi? Moi, s'il n'y a pas de pourquoi, c'est comme pour reprendre le parallèle de ma vie perso, je peux accepter de faire plein de choses, sortir, bidule, beaucoup m'adapter, parce que si c'est pour de la découverte. Après, c'est le pourquoi va faire que je vais être plus ou moins ouverte ou pas. Et c'est pareil dans un côté stratégique. C'est si le pourquoi n'est pas bien défini ou qu'on est dans l'expérimentation, faisons-nous plaisir. Si on est sur du pourquoi pour de la rentabilité, pourquoi pour si... Et souvent, il y a des décisions qui sont prises sans pourquoi, et sans un pourquoi clair. Et donc c'est pour ça qu'après, les personnes autour de la table disent 3 propositions différentes, que personne n'est d'accord, parce que chacun a son pourquoi dans sa tête, et on ne s'est pas calé sur la boussole commune. D'accord. Donc et ça, justement, mettre en avant ces petits décalages-là, ça me fait marrer aussi. J'aime bien. Et ce que j'aime le moins, c'est la bataille pour être légitime. C'est devoir... Ce combat-là, toujours devoir, entre guillemets, se justifier. C'est ça. Toute mon expérience en entreprise, jusqu'à aujourd'hui, je pourrais même pas compter le nombre de temps de pédagogie que j'ai dû faire sur mon métier, sur les méthodes, sur les approches. Je pense que pour un projet, je peux avoir au moins en moyenne 3 temps de pédagogie pour la même entité derrière, on va dire. Avant, pour les convaincre, on y va. Peut-être que avant d'ailleurs, il y a au moins 2 temps de pédagogie pour expliquer, pour assurer. On lance le projet, il y a les réflexes qui reviennent, on repart à reculons. Et donc il faut réexpliquer. Alors parfois c'est agréable, parce qu'il y a une posture de pédagogue qui se crée, parce qu'il y a une posture d'échange, et parfois j'ai apprécié, mais c'est que dans la longueur, le faire à chaque fois, ça devient un peu lourd. Oui, je comprends. C'est comme si c'était rébarbatif au final.
C'est peu en ça. mode perroquet, quoi. Et on va dire que je pense que c'est une chance que je sois limite arrogante, parce que quand on doit sans cesse expliquer ce qu'on fait, la valeur de ce qu'on fait, si on n'a pas confiance en ce qu'on fait et on n'est pas sûr de qui on est, ça peut être très très lourd à porter. Et On peut vite être déstabilisé en plus. ouais, et heureusement je suis passionnée par ce que je fais, je crois en ce que je fais, mais même moi, avec ma posture, ça m'a fait du bien de temps en temps de retourner faire une conférence en Angleterre où là on parle des mêmes sujets, on parle des mêmes projets, il y a des gens comme nous qui ont les mêmes croyances que nous et c'est simple et on se dit c'est bon, je suis pas un ovni, je raconte pas des conneries, ma bataille est légitime, c'est normal ce que je fais, ça a de la valeur quoi. Mais voilà, il faut les épaules parce que les gens nous font pas encore confiance quoi. Ouais. Moi tu vois ce sentiment là que tu as eu là, quand tu dis que tu vas faire des conférences là, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai vu qu'il y avait justement des regroupements de designers, qu'il y avait ce qui se passait là actuellement, que je me sentais pas tout seul, entre guillemets. Et ça m'a conforté un petit peu de me dire que même par rapport à ce qu'on parle, surtout on parle souvent du fait d'être reconnu ou pas, c'est des sujets dont on est tous touchés, quoi. Parce qu'on a toujours bataillé, entre guillemets, ou se justifier par rapport au prix qu'on a. J'ai entendu des gens me dire, attends, le gars il me dit ça et l'autre il me propose la même chose mais c'est pas le même prix. Et à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux que je t'explique? C'est pas la même chose au final, tu sais très bien que c'est pas la même chose. Et bon bref. Ah ouais. Voilà, et ça, je me suis un peu retrouvé dans ce cas-là, mais bon, à une autre échelle. Hein. Moi, c'est une échelle un petit peu moindre. Mais en tout cas, j'ai ressenti ça et je me sens plus tout seul.